Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bonjour à vous tous, bon début de semaine, je suis ravi de vous retrouver avec Axel Lemaire, bonjour, qui est chargé de numérique au gouvernement avec évidemment un projet de loi dont on va parler, qui va être adopté en Conseil des ministres et qui sera présenté donc au Parlement. J'avais une question historique à vous poser au départ, qui est vraiment liée évidemment au numérique, ne vous inquiétez pas, on va parler de Charlemagne ce matin. Comment se fait-il que les géants de l'Internet soient tous américains et très très peu... Est-ce que vous avez éclairci cette affaire ? Parce qu'on a quand même de très bons ingénieurs. On a fait le TGV, on a fait à un moment Concorde, enfin on a fait des grands projets industriels, le nucléaire, et on est totalement passé à côté de ça. Pourquoi ? Alors peut-être au départ parce qu'on était enfermés effectivement dans des schémas de grandes politiques industrielles qui ont marché pendant les 30 glorieuses, mais que il faut aujourd'hui revoir. Aussi parce que la magie américaine, elle est de la Silicon Valley. Et ils ont un écosystème, c'est-à-dire des startups qui arrivent à se financer. Il y a beaucoup d'argent qui circule, qui sont en lien très étroit avec les universités, avec les centres de recherche, avec les grands groupes et le monde économique. Mais enfin, d'après ce que je sais, Internet, c'est quand même né d'un certain nombre de techniques qui étaient liées à la guerre. Je parle de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où les ingénieurs français, ceux du Minitel et les autres, ont dit finalement tout ça, ça nous intéresse pas, laissons ça aux Américains. Est-ce qu'il n'y a pas eu un mépris français ? Je ne crois pas, au contraire. En fait, certains disent que Internet a été inventé par des Français. Je pense en particulier à Louis Pouzin. Souvent, les idées géniales viennent de chez nous, mais vous vous rendez compte la débâcle alors ? C'est-à-dire qu'on a inventé quelque chose qui industriellement est totalement de l'autre côté de l'Atlantique et qui nous met dans une situation de dépendance. Oui, c'est vrai pour les Européens comme le reste du monde, mais aujourd'hui, je crois que l'heure est à la contre-attaque, au réveil, à l'offensive. Il y a eu deux moments dans l'histoire d'Internet, un certain angélisme fait d'enthousiasme débordant, puis l'ère du soupçon, avec les cyberattaques, avec la surveillance. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la grande lucidité. Ce que vous dites, le constat est partagé. De la responsabilité de l'action, surtout. C'est un des objectifs poursuivis par mon projet de loi. C'est-à-dire comment reprendre la main. Comment reprendre la main ? Il n'y a pas de fatalisme. Je n'y crois pas. Autre question, par exemple, il y a des pays comme la Corée, par exemple, où Google partage un moteur de recherche avec des Coréens. En France, il y a un projet français, Quant, qui existe, que vous connaissez. Et ils sont epsilonesques par rapport à Google. Pourquoi on n'arrive pas à rééquilibrer Google ? Pourquoi on est tous Google ? Déjà, il faut poser la question aux usagers, aux utilisateurs. Justement, c'est vous qui travaillez là-dessus. Le moteur de recherche de Google en France, il a 96% du marché. C'est écrasant. Quant, formidable technologie, sécurité du moteur de recherche, pas d'utilisation des données personnelles, pas de publicité, donc on se pose légitimement la question, pourquoi Quant ne décolle pas ? Et la réponse, c'est ? Ils sont soutenus par les pouvoirs publics, ils sont soutenus par les Allemands aussi, parce que l'axe franco-allemand est fort en ce domaine. Moi, je crois que Quant peut décoller un jour, et en ce moment, on essaie de rééquilibrer ce rapport de force, notamment à Bruxelles. Est-ce que c'est pas tout simplement trop tard, parce qu'il s'agit d'une affaire commerciale ? Non, pas du tout. Il y a plein de segments. Je pourrais vous parler de l'intelligence artificielle, des objets connectés, du big data, l'utilisation massive des données, ou au contraire, les Français ont une vraie carte à jouer. Votre donc projet Conseil des ministres, quand ? Mi-novembre, fin novembre. Fin novembre, avec donc présentation au Parlement au début de l'année prochaine. Voilà. Pourquoi pas en commission des lois fin décembre et hémicycle janvier, mais en tout cas dans ces eaux-là. Et nous sommes dans une période qui est assez particulière, puisque pendant 3 semaines sur une plateforme gouvernementale, il y a une sorte de possibilité pour nous tous, ceux qui nous écoutent, de coproduire ce projet de loi, c'est-à-dire d'y participer, d'apporter des suggestions. Exactement, et c'est pas une sorte, c'est la première fois en France, en Europe, à part pour l'Islande et la rédaction de sa constitution, qu'il est donné à l'ensemble de nos concitoyens la possibilité d'écrire la loi. Il suffit d'aller sur la plateforme république-numérique.fr et à partir de là, on peut commenter, on peut voter, on peut amender,
et on peut proposer de nouveaux articles. Mais est-ce que vous avez le sentiment que ce que vous proposez, qui est utile dans le domaine de la transparence des administrations, finalement fait le tour du problème? Parce qu'on a beaucoup dit, pardonnez-moi d'être franc, que Emmanuel Macron, vous allez vous prendre ou vous piquer une grande partie de ce qui était industriel. Vous connaissez cette question, vous connaissez évidemment des réflexions autour de tout ça, c'est-à-dire les réseaux, c'est-à-dire les grandes entreprises, etc., etc. Alors, les réseaux dont j'ai la charge, on a beaucoup fait et c'est pas tellement du domaine législatif. Le plan France Très Haut Débit qui consiste à déployer le numérique fixe et mobile dans tous les territoires, il marche bien, la dynamique est enclenchée. D'ici quelques années, la France sera un des pays les plus connectés d'Europe. Qui est connecté, qui ne l'est pas actuellement en France, par exemple? Quelle est la proportion de ceux qui n'ont pas accès à Internet? Très schématiquement, on est mieux connecté en ville qu'en zone rurale et qu'en zone périurbaine, et c'est là que c'est un choix français qui est assez spécifique par rapport au reste de l'Europe. L'accent mis par les pouvoirs publics, il est vraiment sur la campagne, sur les zones rurales et sur les zones périurbaines, parce que la concurrence, elle joue à plein dans les villes. Les opérateurs n'ont pas besoin de nous pour aller y chercher la rentabilité. Et justement, est-ce que c'est pas ça le problème? C'est-à-dire que vous vous occupez de l'administration et de sa transparence, et Macron se réserve la question industrielle, les opérateurs? C'est un peu trop schématique, on va dire, comme division. En tout cas, ça vous fait sourire. Ma loi, oui, parce que ma loi, c'est une loi sur l'économie de la donnée, de la data. C'est peut-être plus compliqué à expliquer, mais aujourd'hui, la valeur économique du 21e siècle, c'est la donnée, c'est l'immatériel. Et donc, je mets en place le socle qui va préparer l'économie du numérique. Alors ensuite, il faudra faire son application sectorielle au cas par cas, pourquoi pas dans les jeux en ligne, pourquoi pas dans les transports, mais d'abord, il faut commencer par se poser les bonnes questions et par émettre les principes de droit qui vont permettre d'accueillir toute cette innovation autour du numérique. Ça passera par les données. C'est la base, c'est le socle de la statue. C'est le socle. Vous faites le socle, Macron fait la statue. Voilà, et d'autres aussi parce que, vous voyez, je travaille beaucoup avec Myriam El Khomri, les questions du numérique et du travail sont au cœur de l'action du gouvernement. Et là aussi, moi j'ai une démarche collaborative. Dans le numérique, on fait ensemble. Une grande partie de ceux qui travaillent dans Internet, je parle des jeunes qui montent par exemple des applications, etc., ils sont quand même sur la ligne, je reviens aux États-Unis, sur la ligne américaine, zéro TVA, zéro impôt, société installée au Luxembourg, en Angleterre, etc., etc. C'est d'ailleurs, par exemple, je pourrais donner des dizaines d'exemples, mais ils sont tous sur ce modèle-là. Impôt en France, pardonnez-moi, mais bras d'honneur. Alors, là aussi, moi, je ne verse pas dans le fatalisme. Il se trouve que ce week-end, j'ai lu le livre de Monsieur Rudel, c'est le patron de Criteo. Il parle exactement de ce sujet, où il dit d'abord, moi qui habitais en Californie, je payais plus d'impôts. Il a décidé de rentrer en France, et il croit beaucoup à la French Tech et au potentiel d'innovation des Français. Il considère que la question fiscale, elle est totalement secondaire, et cette idée selon laquelle, pour être une start-up en croissance, on n'a pas d'autre choix qu'aller se domicilier dans l'état du Delaware. Pour l'instant, c'est ce qu'ils pensent. Elle commence à être contestée parce que la plupart des jeunes créateurs d'entreprises que je rencontre partout en France, ils me disent mais moi, si je peux, je veux rester. Et pour ça, ils doivent avoir accès au financement et c'est ce sur quoi on travaille. Mais quand on a lu dans la presse, tous, vous comme moi, que Facebook payait 300 ou 350 000 impôts en France, on se dit quand même, ils se foutent de nous, même si on trouve Facebook formidable. Alors, c'est une autre question et vous avez tout à fait raison de la poser, c'est celle de l'optimisation fiscale des grands groupes et notamment des plateformes numériques. Moi, je crois que d'abord, on agit en France parce qu'il y a des contentieux en cours. Il y a des enquêtes administratives des services fiscaux. Google, par exemple, a provisionné un demi-milliard d'euros au cas où... Et est-ce que vous avez demandé, par exemple, vous, puisque c'est quand même votre domaine, est-ce que vous avez demandé aux dirigeants de Facebook de se mettre en règle? Ah, mais bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ils nous répondent que... qu'ils ont tourné la loi et qu'ils s'en foutent. Non, parce que par rapport aux droits, c'est plutôt les Européens qui n'arrivent pas à se mettre d'accord et que se mettront pas lorsque tout le monde sera d'accord en Europe. C'est un peu une manière facile de contourner la question, mais en réalité, en fiscalité, ce qu'il faut, c'est changer la manière d'aborder le sujet pour dire que les entreprises doivent être imposées là où sont les usagers, les utilisateurs, les consommateurs. Avant, on était imposé là où était le siège de l'entreprise, en Irlande, aux États-Unis. Dans le numérique, ça marche pas comme ça. Dans le numérique, ce qui fait la valeur de Facebook, c'est son milliard d'utilisateurs. Et donc, il faut que les impôts puissent être collectés là où habitent ces utilisateurs. Est-ce que vous êtes défendu par Manuel Valls contre Emmanuel Macron? Non, pas du tout. Manuel Valls est le Premier ministre d'un gouvernement qui œuvre
pour les Français. Très franchement, moi, je suis pas une polémiste. Moi, je travaille. Les petites phrases, ça m'intéresse. Justement, à propos des polémiques, qu'est-ce que vous pensez de celle de Madame Morano? Parce que vous nous parlez de sujets sophistiqués, on se rend compte, je le disais tout à l'heure à Corinne Lepage, que les réseaux sociaux sont pleins finalement du buzz concernant la France, ce pays de race blanche et de tradition chrétienne. Alors est-ce qu'il n'y a pas 2 ou 3 manières de faire de la politique? En tout cas, que vous n'auriez rien à lui dire et elle rien à vous dire non plus. Il faudrait que j'essaie de comprendre ces ressorts. J'ai un peu de mal, c'est vrai. Moi, j'ai passé 15 ans à l'étranger avant de revenir en France pour y faire de la politique lorsque j'ai été élue députée. Et j'ai été vraiment très frappée de voir à quel point on était dans une société engluée par des tensions, par des questions mal posées. Et pour moi, la manière dont elle aborde des sujets qui sont fondamentaux pour nos concitoyens, elle est mal posée, c'est polémique, ça met de l'huile sur le feu, ça attise les violences. Moi, j'ai pas envie de cette politique-là. Donc, je sais pas ce que j'aurais à lui dire, c'est de comprendre. Oui, mais peut-être que si on en croit les sondages, vous savez que la gauche est donnée comme avançant lentement, mais sûrement vers une Bérésina au régional. Donc finalement, peut-être qu'il y a un discours trop sophistiqué d'un côté et un discours qui est peut-être trop partisan de l'autre, mais qui répond à l'attente des Français. Moi, je me pose la question, mais ce que je sais, c'est que je fais énormément de déplacements partout en France, dans les territoires, dans des zones plus reculées, pour essayer d'expliquer la politique du gouvernement, expliquer notamment que le numérique, c'est vrai que ça a l'air d'être réservé à un domaine d'experts, c'est très technique, technologique, mais qu'en réalité, ça peut vraiment changer le quotidien. Et donc j'explique ce qu'on fait pour tout le monde, parce qu'on a une vision, et c'est ce gouvernement qui l'apporte, d'un numérique pour tout le monde, pour tous, y compris socialement. Par exemple, dans mon projet de loi, j'introduis le maintien à la connexion Internet, parce que je considère que c'est un bien essentiel pour les foyers les plus fragiles. Il se trouve que Mark Zuckerberg, vous en parliez, à l'ONU samedi, a dit à peu près la même chose. Donc voilà, on œuvre pour améliorer le quotidien des Français. C'est souvent mal compris, mal perçu. Ça le sera lorsque les résultats économiques et sociaux sont au rendez-vous. Les résultats sociaux, ils commencent à être au rendez-vous, puisque c'est la première fois en 10 ans que la réduction des inégalités est constatée. Merci beaucoup Axel Lemaire, donc, qui est chargé du numérique au sein du gouvernement, Conseil des ministres au mois de novembre, et donc le projet de loi au Parlement en 2016. Bonne journée à vous. Merci. Et on retrouve nos amis de LCI, pardon, avec un soupçon de retard, et Sophie Paulny sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée à vous, donc.